En 1971, Werner Herzog a 28 ans. Il a donc déjà réalisé 2 longs métrages, un certain nombre de courts, et il décide sur un coup de tête de s'attaquer à une histoire de conquistador. Il découvre un jour un livre où est mentionné Lope de Aguirre, qui est donc un personnage qui a réellement existé. Et le sujet l'intéresse beaucoup, et il décide de mélanger plusieurs histoires à travers notamment ce journal de Carvajal qui existe réellement, mais qui n'a en réalité jamais rencontré Aguirre, puisqu'il a fait une expédition 20 ans plus tard. Il décide donc de s'attaquer à ce sujet-là de manière assez originale, puisqu'il écrit le script en 3 jours, dans une sorte d'euphorie totale, et notamment il explique qu'il a écrit ce script dans un bus qui suivait l'équipe de foot dont il était supporter en Allemagne, et qu'il écrit ça parmi des supporters en délire, complètement enivrés, qui notamment à un moment vomissent sur sa machine à écrire et lui font perdre des scènes qu'il estimait extrêmement précieuses et qu'il n'a jamais retrouvées. Et donc il est déjà dans un état assez particulier, et des conditions de production qui vont se poursuivre sur tout le tournage. Le film est tourné avec un budget assez dérisoire, 360 000 $ de l'époque. Et il part directement au Pérou. Il commence par voler une caméra dans un institut de cinéma à Munich parce qu'il n'a pas de matériel. Cette caméra 35 mm qui lui servira pour les 4 films suivants, et elle va énormément lui servir. Donc il estime que l'histoire lui a rendu justice et que c'était pas réellement un vol, mais un emprunt légitime. Et il décide de tourner le film donc sur place, autour de Cusco au Pérou, et de tourner le film dans l'ordre chronologique, de manière à profiter d'une sorte de miroir entre ce qui se passe sur le plateau et ce qu'il y aura à l'écran. Ce qui fait que l'état de fatigue avancé des comédiens va correspondre au script et à ce délabrement qui se passe au fur et à mesure de l'histoire. Donc tout ce qu'on voit dans la jungle, dans notamment les rapides aussi, sont des scènes qui ont été tournées in situ et qui étaient extrêmement dangereuses. On voit d'ailleurs les visages des comédiens sur les rapides, sur les radeaux, qui sont absolument pas rassurés. La caméra qui elle-même se prend des coups, de la buée, etc. Et Herzog avait fait quelques repérages sur plusieurs torrents, plusieurs rivières, histoire de trouver des rapides qui soient les plus cinégéniques possibles, en essayant de voir dans quelle mesure il pouvait vraiment balancer des gens comme ça dans l'eau. Mais en se disant que plus ce serait dangereux, plus ça rendrait à l'écran. Et tout le tournage va se dérouler de cette façon-là. C'est un tournage qui est compliqué. Dès le début, ils ont un nombre incalculable de problèmes. Toute l'équipe est en Amérique latine et doit prendre un avion pour se rendre sur place. Ils sont éloignés de toute civilisation. Et au dernier moment, ils sont rayés du manifeste de la liste des passagers. Et ils doivent donc attendre quelques journées avant de prendre un vol suivant. Et le vol qu'ils devaient prendre initialement se crache en pleine jungle. Il y a 94 morts, une seule survivante. Et Herzog estime que c'est un signe déjà important, à la fois de chance et puis de danger de ce tournage-là. Et ils auront un nombre incalculable de problèmes durant le tournage. Le premier plan qu'ils doivent tourner, qui est donc le plan d'ouverture, qui est un plan très célèbre, on voit cette colonne de soldats sur les arêtes des montagnes. Ils doivent attendre plusieurs heures que la brume se dissipe, et ils ont 450 figurants qui sont en train d'attendre sur des chemins extrêmement glissants avec des apics de chaque côté, et ils attendent simplement qu'il y ait un brin de lumière, et à un moment miraculeux, la brume s'arrête pile d'un côté et elle laisse le plan net de l'autre, ce qui va lui permettre de tourner son plan. Et à chaque fois, il est tributaire de tout ce qui se passe autour de lui pour pouvoir tourner. Ils ont de très gros problèmes pour, dans toute la première partie du film, loger tous les figurants, qui sont des Indiens qui viennent des hauts plateaux, qui n'ont jamais quitté
leur terrain. Ils ont tout ce qui est ravitaillement qui est acheminé par des camions et qui vendent la moitié entre-temps à des villages pour se faire du bénéfice, ce qui fait qu'ils ont la moitié des vivres. Ils vivent dans des conditions absolument terribles en matière d'humidité, de moustiques. Ils ont extrêmement faim. Régulièrement, Herzog doit vendre son matériel à lui pour pouvoir assurer un petit peu de repas à ses différentes équipes. Et ils doivent à chaque fois improviser pour pouvoir tourner le plan suivant. Pendant un moment, Herzog tourne alors qu'on lui a expliqué qu'on a perdu la quasi-totalité des négatifs de la première partie du film, parce que les gens à qui il devait être envoyé, les laboratoires, ne l'ont jamais reçu. Et donc il continue de tourner pendant quelques jours en pensant qu'en réalité ça ne sert plus à rien, puisque tout ce qui a été fait est perdu, sachant qu'il a un budget qui lui permet à peu près une prise par plan. Et puis finalement, quelqu'un retrouve dans une salle d'un aéroport de Lima les négatifs qui n'avaient jamais été envoyés. Donc miraculeusement, il les récupère et tout est à l'avenant. Les singes que vous voyez sur le radeau à la fin, il en a acheté 400, donc il a réservé ses 400 singes et il a payé que la moitié en sachant très bien que s'il payait la totalité, il ne les verrait jamais. Et le jour où il va pour les récupérer, il se rend compte qu'une autre personne qui les a rachetés entre-temps est en train de les embarquer. Et il doit donc se faire passer pour un agent de la douane en demandant où sont les papiers et les vaccins des singes pour faire peur aux propriétaires des singes, leur voler leurs propres singes et les embarquer sur son plateau. Et il les libérera d'ailleurs, on les voit, qui se barrent dans l'eau et tous les singes sont libérés comme ça au fur et à mesure du tournage en fonction de ce qui se passe. C'est donc un tournage qui se fait aussi en fonction de tout ce qui peut arriver sur place. C'est-à-dire que Herzog arrive sur le plateau sans storyboard. Pour lui, le storyboard, c'est une maladie hollywoodienne et il improvise les plans en fonction de l'endroit où il va se trouver, des comédiens qui sont à disposition et c'est comme ça que ça viendra. Et il fait surtout en fonction un petit peu du climat, comme on l'a vu, et aussi des événements. Le joueur de flûte, par exemple, qu'on voit à plusieurs reprises, est quelqu'un qui voit sur un marché dans une petite ville et il lui propose d'être embauché. Le joueur de flûte n'a strictement rien à faire des dollars qu'il lui propose et il lui propose donc 3 ponchos neufs. Et il dit bon d'accord, mais je peux pas jouer par contre le mercredi et le samedi parce que le mercredi et le samedi je joue sur la place du marché. Et il lui explique qu'il sera davantage payé avec eux, qu'il sera logé, nourri. Et le joueur de flûte lui rétorque que c'est pas une question de salaire, mais le fait que les gens sont en vie parce que lui joue pour eux à ces jours de la semaine. Et donc il doit faire avec, et donc les mercredis et samedis, le joueur de flûte doit retourner sur la place du village pour pouvoir mettre en place tous ces rites magiques. Et il arrive le jour du tournage avec ses 3 ponchos neufs les uns sur les autres, et Herzog est très embêté parce qu'il lui explique qu'il aimait bien quand il était justement authentique avec son réel poncho, et donc il décide d'aller cacher ses ponchos au fond de la forêt de peur qu'on les lui vole. Et le problème, c'est que le soir, il les retrouve plus. Et donc, il refuse de jouer le lendemain parce qu'il a... Et donc, toute l'équipe doit aller chercher ses ponchos. Et les jours suivants de tournage, il y a des membres de l'équipe qui sont chargés discrètement de suivre le joueur de flûte aller cacher ses ponchos pour l'aider à les retrouver le soir. Donc, tout est improvisé en permanence comme ça. Et Herzog fait avec les choses qui arrivent et tous les accidents, notamment, qui se passent. Il y a une crue de 6 mètres de rivière en une nuit qui détruit tout le plateau et c'est intégré dans le script. On voit le plateau justement complètement délabré, le canon immergé, etc. Et donc ça leur est fait effectivement arriver. Et Herzog réécrit son script au fur et à mesure des événements. C'est la même chose avec le moment où le radeau se retrouve pris dans un tourbillon et ne peut plus s'en sortir. C'est quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Et lorsque le radeau s'est trouvé coincé, Herzog l'a longuement filmé, on le voit, c'est assez long. Et on voit les gens se débattre pour essayer de sortir et de réintégrer le courant. Et Herzog va aller les chercher avec des filins suspendus au-dessus de la rivière, réécrire la scène et puis leur dire d'y retourner pour faire les cadavres la fois suivante, alors que les comédiens sont totalement terrorisés de ces rapides et de tous les dangers qu'il peut y avoir dessus. Et donc progressivement, les gens sont plutôt coopératifs, et on fait avec tous ces accidents permanents, et ça donne tout cet aspect extrêmement authentique qu'on peut avoir devant les yeux. Et puis, il y a aussi l'autre grande catastrophe du film, qui est le comédien principal, Klaus Kinski,
qui joue donc Aguirre, et que Herzog connaît un petit peu. Ils ont été colocataires à un moment et il sait que c'est un fou furieux et il se dit que ça lui irait tout à fait bien de jouer un rôle de cet acabit-là. Il explique, Herzog, qu'il envoie le script à Kinski, et une nuit à 3 h du matin, son téléphone sonne et il entend des hurlements absolument inaudibles qui durent plus de 20 minutes, et au bout d'une demi-heure, il comprend qu'en fait il s'agit de Kinski qui lui dit de manière extatique qu'il trouve le script génial et qu'il faut absolument qu'il le joue, que Aguirre c'est lui, il veut venir, etc. Pour venir, Kinski interrompt une tournée qu'il fait en Allemagne à ce moment-là, dans des théâtres, dans des grandes salles, où il joue le personnage de Jésus. C'est une tournée qui fait énormément de bruit à l'époque en Allemagne, pour une raison tout à fait ambivalente. C'est qu'en réalité, Kinski joue le personnage de Jésus sur scène dans des longs monologues, et le public vient pour une raison unique, c'est le voir piquer des crises de nerfs par énervement contre le public. Ce qui fait qu'en fait, on vient s'amuser en attendant que Kinski pète un plomb, littéralement. Et ça arrive très régulièrement. Il y a des vidéos, vous pouvez les trouver sur YouTube notamment, où on voit ces monologues, et Kinski qui joue le rôle du Christ bafoué, incompris, et le public qui adore voir un type complètement dingue sur scène partir en vrille à peu près tous les soirs. Kinski rompt son contrat, ce qu'il fait à peu près tout le temps, et décide d'aller directement au Pérou pour jouer dans le film de Herzog. Et le problème, c'est qu'il arrive encore un peu en Jésus, et il est encore dans son rôle, et lorsqu'on lui parle, il répond un petit peu comme le Jésus bafoué qu'il aime beaucoup jouer, ce qui va créer un très grand nombre de décalages. Dès le premier jour, quand il arrive, c'est un problème. Sur le fameux premier plan, il dit à Herzog qu'il faut le tourner d'un autre point de vue, parce qu'en fait, c'est tourné depuis les plateaux du Machu Picchu, et donc on a une super belle carte postale hollywoodienne qu'évidemment Herzog ne veut absolument pas, et Kinski lui dit « on doit me voir en gros plan à la tête d'une armée ». Et lui dit non, moi j'aimerais qu'on voit aucun visage, et que justement on ait une petite file comme ça perdue dans un gigantesque paysage. Et donc dès le départ ils ne sont pas d'accord, et ça va être ça en permanence. Et Kinski va avoir des exigences absolument démesurées. Il a déjà ponctionné un tiers du budget du film rien que sur son cachet, mais Herzog sait ce qu'il fait, et il sait que c'est lui qui veut et pas un autre. Et il va donc, quand il arrive, il est équipé, prêt à affronter la nature, il a envie d'en découdre, il a notamment l'intention de gravir un glacier, ce qui était dans le script initial, mais Herzog lui a envoyé entre-temps un autre script pour lui expliquer que la scène du glacier c'était absolument infaisable. Il est un tout petit peu raisonnable par moment sur certains points, mais lui il est prêt à gravir un glacier, il est prêt à affronter la montagne, il arrive avec une montagne d'équipement, mais la nature qu'il aimerait bien affronter, il la préférerait sans pluie ni moustiques, et il râle en permanence sur ces conditions, les nuits qu'il ne supporte pas, et il est toujours armé. Et donc une nuit où il trouve que les figurants font un peu trop de bruit dans la tente à côté, il va tirer dans la tente 3 balles, il a une Winchester, et il va donc arracher un doigt, heureusement seulement il tire à l'aveugle comme ça. Donc les gens sont un petit peu tendus à côté de Kinski, et Kinski dit toujours à Herzog comment il devrait le diriger. On a des enregistrements hyper intéressants où il explique voilà comment David Lean l'a dirigé, voilà comment un tel autre l'a dirigé, voilà comment lui devrait le faire. Et Herzog garde toujours patience parce qu'il sait exactement ce qu'il veut faire. La scène où on le voit à côté de l'arbre en suie, où il explique les différents supplices qu'il va, les peines de prison, comment on va découper les gens en morceaux, etc. C'est un très bon exemple. Dans cette scène, Kinski sait exactement comment il veut la tourner. Et il explique à Herzog, et il commence à hurler, dans une démesure totale. Et Herzog n'a pas du tout la même vision. Il lui dit, ouais, c'est pas mal, vas-y, continue. Et en fait, il le fait hurler pendant 1h30 en répétition. Il dit plus fort, vas-y, et au bout d'un moment, il est exsangue, il est absolument épuisé, et à partir de là, il tourne, et c'est la scène qu'on voit. Donc, il manipule en permanence ce gars qui est absolument incontrôlable, et qui, les scènes où on le voit frapper des gens avec les chaînes, etc., il leur faisait vraiment mal. La scène où les gens vont prendre les bananes, à un moment, il arrive avec une épée et il frappe un des Espagnols, et qui avait un casque, et il a réussi à traverser le casque avec l'épée, et le type a eu un traumatisme crânien, il était couvert de sang, etc. Et Herzog, il a gardé la prise, parce qu'elle est pleine de vie, quoi. Donc,
c'est ça en permanence. À un moment du tournage, assez tôt, Kinski, qui ne connaît pas son texte, est un peu humilié lors d'une justement prise de vue. Et il fait comme il fait très souvent, il décide d'accuser un technicien d'être incompétent, et donc il exige que ce technicien soit viré sur le champ. Et Herzog lui dit, ça ne se passera pas comme ça, de toute façon j'en ai pas d'autres, et puis il est très bien, on a tous compris que voilà, c'est une manœuvre de diversion. Et il dit, puisque c'est comme ça, je me barre. Et là, Herzog prend vraiment peur parce qu'il sait qu'il se barre tout le temps, en permanence. Et qu'il a rompu un nombre de contrats incroyables, y compris Jésus pour venir ici. Et donc, Herzog lui dit, voilà ce qui va se passer si tu vas au-delà de cette limite du camp. Je vais chercher mon flingue, je te tire 8 balles dans le corps, et la dernière, elle est pour moi. Et Kinski comprend qu'il le pense vraiment. Parce que Herzog a déjà prouvé qu'il est quand même assez allumé aussi. Et il hurle « police, police » en allemand, pour appeler au secours, sachant que la première ville est à 450 km de distance. Et à partir de là, il sera relativement discipliné quand même pour le reste du tournage. Et il dira, et ça aussi c'est très intéressant, c'est qu'après le tournage, Kinski dira qu'il a en gros tourné la totalité des plans sous la menace d'une arme à feu parce que Herzog est lui-même complètement fou. Donc chacun a sa propre façon aussi de raconter l'histoire. Donc voilà pour le tournage en général. Et arrive donc le tournage dure à peu près 5 semaines, dont plus 2 semaines rien que de déplacement dans ces endroits extrêmement reculés. Et arrive le moment de la post-production. Il y a un très grand travail qui est fait sur le son. La musique, elle est d'un groupe allemand, Popol Vuh, dont l'un des membres est un des amis de Herzog. Ils travaillent beaucoup ensemble, et notamment à l'idée de créer des nouveaux sons. Ils créent des instruments de toutes pièces pour une musique qui est extrêmement intéressante, très hypnotique, et qui joue notamment sur des sons qui ont, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas quand on l'entend, on a vraiment le sentiment que les sons sont montés à l'envers, et ça donne vraiment quelque chose qui est assez étrange pour la perception et qui participe à l'aspect hallucinatoire du film. Et pour des raisons assez obscures, Herzog est contraint de refaire toute la bande dialoguée du film en allemand, ce qui exige une post-synchronisation. Donc il doit réenregistrer tous les dialogues en allemand, sachant que sur le tournage c'était un bazar pas possible. Il y avait 16 langues différentes qui cohabitaient, mais la majeure partie du tournage avait quand même été faite en anglais. Avec des acteurs qui de temps en temps se parlaient, se comprenaient absolument pas. La scène où vous avez l'Indien qui est alors au cou et qui parle à un autre Indien, chacun parle sa langue, personne ne comprend rien à ce qui se dit, mais ça tient la route à peu près. Et donc ils se sont quand même quittés relativement fâchés, Herzog et Kinski, et Herzog appelle Kinski en lui disant il faudrait refaire la voix, mais cette fois en allemand. Et Kinski lui dit d'accord, par contre ça vous coûtera $1 million. Voilà. 3 fois le budget du film. Et parce qu'il a décidé qu'il détestait ce film, que ce film était le plus mauvais qu'il ait jamais fait. Il est toujours très excessif comme ça. Et donc Herzog décide de se passer de lui et de le faire doubler par quelqu'un d'autre, sans réellement lui demander son avis. Et des années après, ça c'est Herzog qui en parle, notamment lors d'une projection, c'est en 2012 qu'il raconte ça, après une projection aux États-Unis du film. Kinski revoit le film des années après et dit à Herzog à quel point il a vraiment été extraordinaire dans ce film, en oubliant même qu'il ne sait même pas sa propre voix. Et il est toujours dans cette espèce de délire où finalement il se rend même plus vraiment compte de ce qu'il a pu faire ou ne pas faire. Et le film a une carrière assez chaotique. La première diffusion en 1972 se fait en noir et blanc sur la télévision allemande. Personne ne le voit, ça intéresse absolument personne. Ensuite, il y a la quinzaine des réalisateurs à Cannes qui s'intéressent au film, qui le projettent, donc il y a quelques critiques qui le voient. Mais c'est pas non plus le coup de foudre. Il est exploité ensuite dans 2 salles seulement à Paris, et là c'est un vrai triomphe, les gens y vont, et les salles sont complètes à toutes les séances, et à partir de là il va commencer timidement une carrière, mais il arrivera qu'en 1977, soit 5 ans après le film, aux États-Unis. Et à ce moment-là, Herzog sera déjà un peu plus connu pour d'autres films. Il faut savoir qu'il tournera encore 4 films avec Kinski.
Parce qu'il sait que c'est qu'avec lui qu'il peut avoir de telles interprétations. Et Kinski revient à chaque fois, tout en le menaçant de le quitter, etc. Il y a un documentaire qui a été réalisé par Herzog, qui s'appelle Ennemi intime, où il parle de sa relation très très complexe avec Kinski, et qui est absolument passionnant, où on voit notamment des extraits du tournage d'Aguirre et de Fitzcarraldo, le film aussi qu'ils feront ensemble après, et qui est le même délire qu'Aguirre, mais avec des moyens supplémentaires et une entreprise complètement folle aussi. Donc, ce film, c'est un film d'abord qui est filmé comme une sorte de documentaire. Herzog le dit clairement, lui, l'esthétique qu'il met en place au départ, c'est l'idée de se dire, puisqu'on a cette voix off, qui est celle du journal, il imagine que qu'est-ce qu'auraient pu donner les prises de vue si les gens, en 1561, avaient une caméra. D'où cette caméra à l'épaule, très mobile, qui prend des coups, sur laquelle on voit de la buée, et qui est en totale immersion avec les personnes. Et d'où aussi ce montage assez étonnant, où vous avez des coupes, où vous avez une écriture qui clairement ne respecte pas du tout la dramaturgie hollywoodienne. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu. Donc c'est un film qui est une sorte de cinéma à vérité, si vous voulez, sauf qu'on est dans un cinéma historique, donc c'est quelque chose qui est en décalage par rapport justement à ce qu'on peut attendre d'un film de reconstitution. Et en même temps, d'un autre côté, on a des éléments parfois très esthétiques, des plans fixes, où vous avez des personnages qui posent et qui vont illustrer une thématique très importante du film, qui est la manière dont on montre l'Europe. Très clairement, ce qui intéresse Herzog, c'est de montrer la vieille Europe matérialiste dans un nouveau monde auquel elle ne comprend strictement rien. Et on va voir un décalage avec justement parfois des plans très picturaux, très figés, dans lesquels notamment vous voyez ces femmes, ces très belles femmes qui sont toujours extraordinairement habillées, sans aucune tache, avec leur collerette en dentelle, etc. et qui viennent vraiment jurer avec toutes les conditions dans lesquelles tout le monde se déplace. Et l'incongruité de cette présence-là dans cette nature-là. Et on le voit en permanence à la manière dont on aborde les choses. On le voit évidemment à travers la thématique de la religion, ce moine qui débite ses inepties sur le fait d'aller sauver les âmes, alors que lui-même est en totale perdition. Et on le voit aussi sur ce protocole administratif, la manière dont on écrit des décrets, dont on met en place des lois, et les scènes qui sont extrêmement étonnantes. Lorsqu'on lit cette déclaration, on voit des gens qui sont figés et on a l'impression d'être dans une espèce de photographie de ces expéditions au 19e siècle, très figées, où les gens sont dans une pose et ils sont en total décalage par rapport au décor dans lequel ils se trouvent. On a cette raideur, si vous voulez, de l'ancien monde européen dans un monde profus, extrêmement fertile, qui crée un immense décalage. Et c'est aussi évidemment un décalage par rapport à cette conception géographique que les Européens peuvent avoir, qui est l'idée d'une conquête, et l'idée qu'il suffit d'écrire sur des pages pour que le territoire soit conquis. Et il y a cette très belle image de l'empereur, donc Guzman. Il suffit en fait d'écrire quelque part, on peut destituer le roi de Philippe II, on peut devenir empereur, et Guzman, il explique à un moment devant ces petites pages que chaque rive devant lesquels il passe est un territoire conquis et qu'il est désormais 6 fois la taille de l'Espagne. Et il y a cette très belle confusion sur cette fameuse phrase, vous savez, la carte n'est pas le territoire. Et ça, on joue énormément là-dessus. C'est-à-dire que là, on écrit et on pense dans cette vision intellectuelle et rationnelle européenne qu'il suffit d'aller dans un endroit et d'écrire des mots pour s'en rendre possesseur. Et c'est cette illusion-là que va beaucoup travailler Herzog. Avec cette, évidemment, réflexion sur le pouvoir, cette gigantesque vanité, à travers le personnage, évidemment joué par Kinski, et qui, évidemment, au départ, part sur cette logique de l'Eldorado. On est dans une folie vénale de possession, ça c'est cet aspect matérialiste, mais il y a aussi la question, évidemment, du pouvoir. Herzog, dans un très grand nombre de ses films, s'interroge toujours sur justement ces hommes qui deviennent extraordinaires et qui vont jouer aux dieux et qui, en devenant plus qu'humains, deviennent inhumains. Et c'est cette frontière-là qui intéresse Herzog, et on va la retrouver à la fois dans ses fictions, mais aussi dans les très nombreux documentaires qu'il a pu réaliser.
particulièrement dans sa dernière partie de carrière. Il tourne encore, hein, il a 76 ans actuellement. Et on a vraiment cette folie baroque qui fait que l'homme qui justement perd pied et qui se croit justement omnipotent va devenir fou. Et on a un délire, et c'est très intéressant, chez Aguirre, le délire est surtout verbal. Certes, il violente quelques personnes, il en tue quelques autres, histoire de s'assurer une place de pouvoir, mais en réalité, tout passe par les mots. On le voit dans les châtiments qu'il propose, les 150 prisons, le nombre de pièces dans lesquelles on doit déchiqueter les gens, etc. Tout ça, c'est des pures paroles, de la même façon que son futur royaume tel qu'il le fantasme dans les derniers plans. Et pour contrebalancer cet aspect purement littéraire et rationnel, vous avez toute la corporelle du personnage, toute la gestuelle et tout son corps, qui eux sont totalement grotesques et renvoient à une image très shakespearienne du bouffon, le roi boiteux, courbé, vous le voyez tenu par des sangles, comme si son corps allait totalement se disloquer. Et Herzog avait demandé à Kinski de se déplacer comme une araignée ou comme un crabe, de manière à vraiment être quelqu'un qui manifeste quelque chose de monstrueux, comme s'il extériorisait la folie de son âme à travers sa gestuelle et ses déplacements. L'autre grand thème qui cohabite avec justement toute cette folie des hommes, c'est évidemment celui de la nature. Une nature qui est l'inverse absolu de la conception que les romantiques peuvent avoir de la nature. À savoir une nature qui est tout sauf panthéiste et qui expliquerait la grandeur, hein, ou le retour à une nature primaire et édénique, mais au contraire une nature dont la fertilité est totalement dévoratrice et qui semble être là pour se nourrir un petit peu de toute la vie qu'il peut avoir en elle et puis en faire une sorte d'engrais pour elle-même repousser. Et c'est quelque chose que le film arrive vraiment à restituer. Et c'est ce parcours-là qui justement fascine Herzog, et de montrer une nature qui ne tient pas dans le cadre. La logique aurait voulu qu'on ait un cinémascope, hein, des grands plans très larges. Vous avez vu à quel point on est dans un format quasiment carré, et on voit bien que le décor excède. Alors qu'on a des gros plans dans le cinéma un peu vérité, extrêmement en immersion, de temps en temps on a des plans larges, y compris ce premier plan, qui justement minimisent complètement les personnes et les rendent totalement ridicules. Et on a une très difficile cohabitation entre justement le terrain qu'on occupe et l'illusion qu'on a de le posséder. Et ça, les chants, les contre-chants et justement les plans sur la nature passent leur temps à montrer qu'on a un hors-champ démesuré qui ne peut pas rentrer dans le cadre parce que la vision des hommes sur ce radeau est trop étriquée pour pouvoir ne serait-ce que l'appréhender. Et ce qui est intéressant aussi, c'est justement le travail sur l'invisible et le mutisme. On voit quasiment jamais les Indiens, il y a des petites flèches qui volent, il y a ce silence total sur la rive qui est vraiment le moment où on sait que quelque chose va se passer, mais ces rives sont silencieuses et ce sont des endroits où on disparaît. Vous avez voilà, ces très belles images où littéralement on se disloque, on se vaporise dans cette jungle absolument impénétrable. Et donc cette nature, hein, on a ces hommes qui sont au milieu. Ils le disent clairement, il faut rester au milieu de la rivière pour être à distance des rivages qui sont au lieu de danger. Et que se passe-t-il? Progressivement, la nature arrive, hein, et elle va cannibaliser. Et là aussi, hein, c'est des plans que Herzog a pris au fur et à mesure. Le papillon, par exemple, ou les souris, l'espèce de petit paresseux que Kinski montre à la comédienne qui joue sa fille. Tout ça sont des plans qui ont été totalement improvisés. Les animaux étaient là, on les a pris, on les a intégrés à l'histoire. Et donc, la manière dont la jungle prend le pas sur le récit va expliquer cette temporalité très étrange qui est celle du film, où on a vraiment quelque chose qui va s'étirer progressivement. Herzog, hein, ne veut absolument pas d'un récit hollywoodien avec une belle tension, avec des moments de suspense, avec des temps forts. Il préfère, lui, les temps morts. Il va aller chercher du côté des creux, du côté pour montrer justement des gens qui ne maîtrisent plus la durée du temps. Et c'est ce qui explique un rythme assez singulier et le fait que de temps en temps, on a des ellipses très violentes où brusquement on est au milieu d'une action, on le voit notamment avec le cheval par exemple, et quelque chose qui vient complètement casser parce qu'il cherche à nous entraîner dans cet état complètement hypnotique où la jungle impose sa temporalité qui n'a rien à voir avec celle des hommes.
Et la quête des personnages est une quête qui progressivement va perdre toute sa linéarité. Au départ, la quête est très nette, il faut aller trouver l'Eldorado. Et on a ces rapides qui descendent, et si vous regardez, au bout d'un moment, on n'est plus du tout capable de déterminer les directions dans l'eau. Les plans, des fois on va de gauche à droite, d'autres de droite à gauche, des fois on tourne en rond, des fois c'est complètement immobile. Et en fait, l'eau a des courants qui sont complètement contraires, et les personnages passent d'une quête linéaire à un sur place. Ce qui fait que la linéarité du récit va complètement s'embourber, et le dernier plan, très intéressant, est un plan circulaire. Un très beau travelling qui tourne autour du radeau et qui nous montre une espèce de temps qui n'existe plus et qui semble être d'ailleurs préfiguré par le moment où les radeaux restent bloqués dans ces tourbillons-là, et qui annonce un petit peu la suite du périple, si vous voulez. Et les personnages vont donc progressivement aboutir à une nouvelle perception du monde, et c'est la raison pour laquelle le film est aussi considéré comme une espèce de trip hallucinatoire, et paradoxalement accéder à une forme de clarté dans la vision. L'image est de plus en plus claire, les sons de plus en plus purs, le travail sur les sons environnants est très important, et on va avoir une sorte de poésie qui va s'installer à travers des images de plus en plus poétiques, même si très morbides, ce cheval qui reste sur le rivage par exemple et qui disparaît progressivement, cette femme qui dans une robe, on se demande où elle la sort d'ailleurs à ce stade de l'expédition, va s'enfoncer comme ça dans la forêt et s'y dissoudre littéralement, et puis évidemment ce fameux bateau suspendu, qui est une hallucination qui existe en réalité réellement, qui a demandé 10 jours de construction à l'équipe du tournage pour 10 secondes d'apparition, pour un plan très beau et assez mémorable. Et donc on aboutit à quelque chose qui est de l'ordre d'un accès à une autre réalité, qui est celle en réalité de la fiction. Parce que si on revient au premier plan du film, c'est très intéressant de voir ce qu'a mentionné Herzog au départ. L'Eldorado, dit-il, est un mythe inventé par les Incas eux-mêmes qui, lorsqu'ils ont vu les invasions arriver d'Europe, créent une sorte de leurre pour enfoncer le plus possible les conquistadors à l'intérieur de la forêt vierge et pour littéralement qu'ils se fassent dévorer par cette nature qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Ce qui fait que les personnages ici qu'on voit sont en réalité devenus des personnages d'une fiction qu'ils ne maîtrisent pas, alors qu'ils ont l'illusion de conquérir ce territoire. Et que leurs victimes, qu'ils pensent dominer, ont créé une sorte justement de gigantesque supercherie dont ils seraient les personnages, et surtout des personnages en perdition. Et c'est là que se crée vraiment tout le rapport de Herzog à la fiction. Ces personnages-là, dans leur passivité, sont en train d'accepter un rôle dans lequel ils n'ont rien d'autre à jouer que de se dissoudre progressivement, parce qu'on les a destinés à cela pour les punir de leur vénalité, de leur soif de l'or et de leur ingérence dans un continent qui n'est pas le leur. Et pour combler cette idée-là, vous avez le personnage d'Aguirre, qui est celui qui justement essaye de compenser par une nouvelle écriture, puisque lui continue de verbaliser, et il dit même à la fin, nous réécrirons l'histoire, on jouera avec l'histoire comme on pourrait le faire avec une pièce de théâtre. Donc c'est celui qui reste dans une folie qui le maintient en vie, probablement pas pour longtemps, mais qui fait que lui a tenu, parce que justement il combat une fiction par une autre fiction. Et là se joue toute l'exploration qu'Herzog a fait, et dans beaucoup de ses documentaires aussi, sur justement qu'est-ce que c'est qu'un homme, et qu'est-ce qu'un être d'exception, qui mérite qu'on raconte son histoire, si ce n'est quelqu'un qui a essayé de combattre cette impossibilité qu'il y aurait à habiter le monde, en le compensant par une forme de fiction, de fantasme. Le monde est un terrain hostile, la nature ne nous souhaite pas la bienvenue, c'est clairement le cas dans ce film, et pour essayer de quand même y trouver une place, on fantasme, on crée des fictions qui nous donnent l'illusion d'y arriver. Et ce rapport entre la fiction et la fiction qui essaye
d'une façon vaine, parce que c'est un échec, de nous maintenir en vie dans un monde réel totalement hostile, c'est la question qui va traverser toute la carrière d'Herzog et qu'on retrouvera dans un très grand nombre de ses documentaires, et notamment un documentaire absolument exceptionnel qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Grizzly Man, et qui raconte l'histoire d'un homme qui est persuadé que les humains sont des méchants et les grizzlies sont des gentils. Et c'est un documentaire et qui va vivre avec eux jusqu'à se faire bouffer par eux. Voilà. C'est pas un spoil, hein, c'est au tout début du film. Et Herzog est allé récupérer toutes les bandes de ce type qui se filment avec les ours pour essayer de comprendre ce rapport-là. Et c'est en fait une autre façon de filmer la folie de manière documentaire, mais qu'on a vu ici par la fiction. Merci de votre attention. Merci. Merci.